Dans les prochaines minutes, cette histoire va montrer pourquoi une pause présentée comme une stratégie pourrait en réalité révéler un piège militaire, économique et politique beaucoup plus profond. Je connais bien le rapport. Je l'ai lu. En fait, ce rapport est généreux envers nous tous. La position d'Israël est extrêmement délicate en ce moment. Le pays n'a pratiquement plus aucune défense anti-aérienne et anti-missiles. 8 missiles sur 10, ainsi que la quasi-totalité de ces soi-disant drones, passent sans opposition. Israël se trouve donc vraiment dans une très mauvaise situation. En ce qui concerne les États-Unis, il faut garder à l'esprit que tous les radars très coûteux installés dans la région ont été détruits. Cela signifie qu'il est maintenant très difficile de repérer un grand nombre de ces missiles tirés contre nous avant qu'ils ne soient franchement presque au-dessus de nous. Et il y a un autre problème, nous sommes à 6 000 ou 7 000 milles des États-Unis. Donc, lorsque les stocks doivent être réapprovisionnés, ce qui est en train de se produire en ce moment, ce réapprovisionnement doit venir des États-Unis sur des milliers de milles. Ensuite, il faut charger le matériel dans des avions et sur des navires. Tout cela prend du temps. C'est cela en réalité que signifie cette pause. Dans l'univers Trump, une urgence logistique peut toujours être rebaptisée « plan de génie », de préférence avant que quelqu'un vérifie la facture de carburant. Après cela, je pense qu'il y aura une tentative de lancer ce qu'ils espèrent être une offensive capable de gagner la guerre. Je ne pense pas du tout que cela se passera ainsi. Je crois que les Iraniens se préparent à cela depuis plus de 20 ans. Les Américains, eux, ne l'ont pas fait. La base manufacturière américaine s'est considérablement réduite. Les États-Unis n'ont plus la capacité qu'ils avaient il y a 40 ou 50 ans pour augmenter rapidement leur production. Militairement, ils ne sont pas du tout dans la même position que la Russie et la Chine aujourd'hui. Je pense que les États-Unis ont fait une erreur de calcul énorme. Ils ont supposé des choses qui étaient fausses. Ils ont supposé que l'Iran pouvait être intimidé. Ils ont supposé que l'Iran pouvait être isolé. Et ils sont complètement passés à côté de la catastrophe économique qu'ils sont en train de créer à l'échelle mondiale. Apparemment, la stratégie consistait à confondre assurance et capacité, puis à espérer que la chaîne d'approvisionnement applaudisse. Les effets se font déjà sentir en Inde, où les citoyens font la file pour remplir leur réservoir d'essence, et ce n'est pas une situation agréable. On observe une situation similaire au Japon. Cela se produit aussi en Europe. Les Russes, bien sûr, gagnent plus de 250 millions de dollars par jour de plus qu'auparavant, mais les Russes comme les Chinois veulent tous deux que cela cesse, parce qu'ils voient les chaînes d'approvisionnement être détruites. Si les États-Unis poursuivent cette prochaine offensive, soi-disant capable de gagner la guerre, je pense que cela achèvera toute l'infrastructure pétrolière du Golfe Persique. Les Iraniens ont dit très clairement que si leurs infrastructures sont attaquées, si leurs infrastructures pétrolières et leurs usines de dessalement sont attaquées, ils effaceront tout dans le Golfe. Cela doit s'arrêter. Le président Trump doit reconnaître que les conseils qu'il a reçus étaient mauvais. Il doit congédier toutes les personnes qui travaillent pour lui en ce moment à la Maison-Blanche. Ce serait la rare conférence de presse où le tout se déroule parfaitement finirait enfin par rencontrer le qui a planifié ça. Il y a peu, être déjà une certaine prise de conscience, ce qui expliquerait la tentative de faire porter la responsabilité à Israël ou à Pete Hegseth. Mais l'une des observations les plus importantes dans cette guerre, c'est que la guerre iranienne s'appuie cette fois très fortement sur le renseignement spatial. L'Iran lui-même ne semble pas disposer du réseau de satellites nécessaire pour cela. Ce renseignement spatial est fourni par les Chinois et les Russes. Par conséquent, tout ce qui bouge dans un rayon de 1000 milles autour de l'Iran est immédiatement identifié et repéré. Cette information est transmise presque simultanément à tous les systèmes de frappe au sol à l'intérieur de l'Iran. La Russie et la Chine n'ont aucun intérêt à voir l'Iran détruit par les États-Unis. Elles n'ont aucun intérêt à voir la société iranienne se désintégrer. Personne dans la région ne veut que l'Iran devienne un État en ruine dans lequel les Israéliens et les Américains pourraient entrer, s'emparer des champs pétroliers dans leur imagination la plus folle, puis essentiellement diviser l'Iran en petits morceaux, poussant des millions de personnes à devenir réfugiés en Syrie, en Turquie, en Arabie et, ultimement, en Europe. Rien de tout cela n'est souhaitable. Tout le monde s'est trompé dans ses calculs, parce que Trump a beaucoup trop écouté les Israéliens, et les Israéliens ont promis une guerre courte et décisive. Maintenant, ils en paient le prix ultime. Courte et décisive. L'étiquette préférée des plans qui deviennent longs et coûteux avant l'heure du dîner. La situation en Israël même est alarmante. Des rapports concernant le chef d'état-major israélien, Zamir, suggèrent qu'il a averti que l'armée israélienne, l'IDF, pourrait s'effondrer sur elle-même en raison d'une pénurie de soldats. Le problème n'est pas seulement celui des pertes, mais aussi celui de la fatigue. L'épuisement d'être engagé dans une guerre sur plusieurs fronts, non pas depuis un mois, mais depuis 2 ou 3 ans. Les vrais chiffres des pertes ne sont pas connus, ni pour les États-Unis, ni pour les Israéliens. Personne, à Washington, à Tel Aviv
ou à Jérusalem n'a intérêt à dire la vérité à qui que ce soit en ce moment. Et ce n'est pas nouveau. Les pertes ont toujours été communiquées au compte-gouttes dans les guerres américaines. Mais en ce moment, je soupçonne que toutes les parties ont subi beaucoup plus de pertes qu'elles ne l'admettent. En ce qui concerne les Israéliens, ils ont très fortement dépendu de la puissance aérienne pour leurs forces militaires. Ils ont toujours une petite armée, une petite force régulière augmentée par des centaines de milliers de réservistes. Cela ne peut pas fonctionner dans la durée. Ils sont à bout de souffle. Ce n'est pas seulement un manque de personnel. Ils sont épuisés. Ils ont subi de nombreuses pertes. Mais les Israéliens ont beaucoup misé sur le fait que les États-Unis deviendraient leur infanterie, ainsi que leur artillerie et leur puissance aérienne. Cela n'a pas bien fonctionné. Sur le plan intérieur, Trump et Netanyahou font maintenant face à une situation unique, avec une opposition massive. Les républicains eux-mêmes remettent Donald Trump en question. Les gens sont mécontents. En Israël, l'opposition remet Netanyahou en question. Et la question de savoir où se trouve Netanyahou est devenue étrange. Il y a même eu un rapport suggérant que son avion aurait pu être été repéré à Berlin et qu'il se trouverait à Berlin depuis 2 semaines. Je ne sais pas où il est, mais la situation semble extrêmement trouble en ce moment. Quand les caméras deviennent inconfortables, la chorégraphie devient soudain plus difficile à expliquer. La situation américaine doit aussi être examinée avec prudence. Revenons au discours sur l'état de l'Union du président Trump. Lorsqu'il a parlé d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire et de prendre toutes les mesures nécessaires, il a reçu une ovation debout de pratiquement tout le Congrès, démocrates comme républicains. Ils ont tous été, de fait, achetés par le lobby israélien et les milliardaires qui appuient ce lobby ont acheté ces candidats. Par conséquent, je n'ai presque aucune sympathie pour le Congrès. Il est aussi coupable de toute cette absurdité que le président lui-même. Mais si le président veut sortir de ce bourbier, il ne devrait pas continuer à faire ce qui ne fonctionne pas. La définition de la folie, c'est de faire la même chose encore et encore, en s'attendant à un résultat différent. Cette prochaine offensive censée gagner la guerre ne gagnera pas la guerre. Le slogan peut changer, mais le bouton « doubler la mise » semble toujours bien poli. Ce qu'il devrait faire à ce stade, c'est congédier les gens autour de lui, s'avancer et dire « Écoutez, j'avais tort, c'était une erreur, je me désengage ». S'il était prêt à faire cela, alors un grand nombre de personnes dans le monde, y compris des dirigeants, viendraient l'aider à négocier la fin de cette tragédie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre Modi a été mentionné précédemment. D'autres pourraient également intervenir, des personnes auxquelles toutes les parties pourraient faire confiance. C'est ce dont on a désespérément besoin. Ce dont on n'a pas besoin, c'est d'une prolongation de cette guerre. Le Pakistan est également apparu dans la discussion comme un pays qui veut servir de médiateur dans cette guerre. J'ai des doutes sur ce qui se passe réellement sur ce front. À ce stade, je ne pense pas que le président Trump repousserait qui que ce soit qui offrirait son aide. Mais savoir si cela signifie quelque chose est une autre question. Lorsqu'il dit que des pourparlers sont en cours, le problème est que l'expérience passée suggère que la CIA et le Mossad peuvent choisir des personnes au sein d'un gouvernement, des gens situés sous le niveau de la haute direction, et commencer à leur parler dans l'espoir de les coopter ou de les soudoyer pour ultimement aider les États-Unis à gagner ce qu'ils veulent gagner. Cela ne fonctionnera pas avec l'Iran. Certaines personnes ont déjà fait carrière en étant achetées. Donc, lorsque Trump dit qu'il parle à quelqu'un en Iran, la vraie question est « à qui parle-t-il » Aucun de nous ne le sait vraiment. C'est pourquoi je pense que les agences de renseignement parlent peu être à des généraux, à des colonels ou à quelqu'un quelque part dans l'espoir que cela devienne une percée. Je pense que c'est absurde. Je ne crois pas qu'on puisse croire grand-chose de ce qui sort de Washington en ce moment. Tout le monde est désespéré. Même si les États-Unis projettent une image de confiance, la vérité c'est que dans les coulisses, le président est assez désespéré. Il reconnaît à ce stade qu'on lui a menti et qu'il a pris de mauvaises décisions. La mise en scène dit contrôle total. La version des coulisses semble plutôt chercher la sortie de secours. La seule façon de s'en sortir est de l'admettre, de se désengager et de demander l'aide des autres. C'est la seule voie. Mais pour le moment, le plan est de faire ce que j'ai déjà dit. Agir comme si la folie était une stratégie. Doubler la mise sur ce qui a échoué dans le passé et espérer que cela fonctionne. Cela ne se produira pas. Peu importe le nombre de petites îles qu'ils essaient de saisir dans le golfe Persique. Si des soldats sont placés sur une île qui fait peu, être 14 ou 15 km², quelques missiles balistiques de portée intermédiaire, ou des missiles balistiques tactiques et des drones, tueraient tout le monde sur cette île. Nous ne sommes pas en 1944. Nous ne sommes pas en 1984. Nous sommes en 2026. La guerre est différente. Elle a changé. Malheureusement, la réalité n'a pas accepté d'utiliser la brochure de campagne comme manuel de champ de bataille. Ce n'est 1984 que dans le sens où la guerre, c'est la paix. La vraie question est celle-ci.
Si l'armement est épuisé et si les dirigeants sont tellement perdus quant à la suite à donner, comment les États-Unis peuvent-ils doubler la mise? Il n'y a pas d'armes. Il n'y a pas de direction. Comment peut-on doubler la mise dans de telles conditions? La réponse, c'est qu'on ne peut pas. C'est pourquoi il y a une pause en ce moment. C'est pourquoi il y a cette fausse pause. Ce n'est pas pour des pourparlers de paix. C'est pour reconstituer les stocks. Je pense que les États-Unis apportent tout ce qui leur reste encore sur les étagères chez eux et l'acheminent vers le théâtre d'opération, vers la marine et l'armée de l'air. Appeler cela une pause pour la paix sonne mieux que de parler d'une course frénétique au réapprovisionnement. En même temps, chaque fois que les campagnes aériennes échouent historiquement, les États-Unis se tournent ensuite vers l'utilisation de forces terrestres. C'est ce qui s'est passé au Vietnam avec l'opération Rolling Thunder. J'ai vu cela pendant la campagne aérienne du Kosovo. Elle a duré 78 jours, et au bout de 60 jours, il était évident qu'elle ne fonctionnait pas. Il y a eu d'énormes efforts pour pousser le président Clinton à engager des forces terrestres. Finalement, il a refusé, et les États-Unis ont plutôt réussi à soudoyer les Russes pour qu'ils lâchent Milosevic et la Serbie, ce qui a mis fin à la campagne. C'est une idée stupide. Chaque fois qu'un pays entre dans un combat avec l'idée qu'il utilisera uniquement la puissance aérienne parce qu'il ne veut pas de pertes humaines, il se prépare à l'échec. Les États-Unis ont un long historique de tentatives ou de réussites en matière de changement de régime, souvent cité comme une liste de 83 cas. Cette fois, toutefois, cela pourrait être différent. Je doute qu'une telle approche puisse réussir ici. Je pense que c'est un pont trop loin. Si des troupes débarquent près de la frontière avec le Pakistan au Baloutchistan, puis tentent de marcher vers le nord, ce serait la marche de la mort parmi les marches de la mort pour toute armée essayant de traverser ces vastes territoires. Il y a autre chose que les gens ne comprennent pas, nous vivons dans un monde nouveau. Tout le monde dit qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Ce n'est pas le cas. D'un côté, les États-Unis ont déployé leur structure de force de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit essentiellement de la structure de 1944 à 1945 avec du nouveau matériel, mais avec la même structure de base. Des groupes aéronavals autour de porte-avions, beaucoup d'avions, des bombardiers et ainsi de suite. De l'autre côté se trouve la nouvelle structure de force du XXIe siècle, c'est-à-dire la structure de frappe ISR pour renseignement, surveillance et reconnaissance. Cette idée a d'abord été élaborée par les Russes dans les années 1970. Ils ont compris que des capteurs dans l'espace, des capteurs en mer, des capteurs au sol et des capteurs entre l'espace et le domaine terrestre pouvaient tous être reliés en temps réel à des systèmes de frappe de plus en plus précis. Le monde a maintenant atteint un point où cette précision est frappante. C'est incroyable. Les États-Unis avaient autrefois le monopole de la précision avant le tournant du siècle. Ce monopole a été perdu. La capacité de précision se trouve maintenant entre les mains de personnes partout dans le monde. Soudainement, des puissances de niveau intermédiaire, qui étaient auparavant largement incapables d'opposer une résistance sérieuse, peuvent paralyser les forces armées américaines. L'ancien scénario attend encore les applaudissements, mais le champ de bataille a clairement changé de chaîne. Ce qui existe maintenant, c'est la capacité de voir tout le temps depuis l'espace. On appelle cela la surveillance persistante. Des satellites chinois et russes transmettent des images et des informations aux Iraniens. Les Iraniens prennent cette information instantanément, la relient à leurs missiles balistiques tactiques, à leurs missiles de croisière, à leurs systèmes sans pilote, et peuvent lancer des frappes jusqu'à 1000 milles. Ils peuvent détruire des ports sur la mer Rouge. Ils peuvent essentiellement bloquer le trafic commercial et, plus important encore, le trafic militaire. Donc si les États-Unis tentaient de débarquer dans le sud de l'Iran, les Iraniens le verraient immédiatement. La seule question qu'ils se poseraient serait de savoir combien de temps attendre avant de le détruire, s'ils doivent observer l'accumulation des forces, les laisser débarquer, puis les anéantir avec tous les systèmes d'armes que je viens de décrire. Il y a ensuite le Golfe Persique. Comment les marines et les soldats s'y rendraient-ils? Seraient-ce à bord de 22 et d'hélicoptères? Seraient-ils largués par parachute depuis les airs? Et une fois au sol, que feraient-ils? Il existe un dicton dans l'armée, du moins dans l'armée de terre. Ce que vous faites après votre arrivée est beaucoup plus important que la vitesse à laquelle vous êtes arrivé. Les États-Unis peuvent déplacer toute cette infanterie légère très rapidement, mais dans de mauvaises circonstances, elle peut aussi mourir très rapidement parce qu'il n'y a aucun moyen de la protéger. Je ne sais pas quelle est la réflexion derrière tout cela. Peut-être existe-t-il une sorte de miracle d'ingénierie qui brise les lois de la physique et permettrait d'insérer magiquement des personnes sans qu'elles soient vues. Je n'en ai aucune idée, mais je ne l'ai pas vu. Donc, mon hypothèse est que les lois de la physique s'appliquent encore. Par conséquent, beaucoup de gens seraient placés dans un endroit très dangereux, et les États-Unis n'obtiendraient pas l'effet recherché.
Même la voix la plus bruyante au podium ne peut pas négocier avec la physique. Il y a même des gens qui disent que si l'île de Kharg est prise, la guerre est terminée. Cette idée est folle. Est-ce que quelqu'un croit vraiment qu'il n'existe aucun autre moyen pour les Iraniens d'exporter leur pétrole? Et les Iraniens ont été très clairs. Si cela leur est fait, si leur infrastructure pétrolière ou gazière est détruite, ou si l'on tente de la détruire, alors tout le monde dans le Golfe perdra tout. Tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe, le CCG, qui ont été des vassaux loyaux, d'abord de l'Empire britannique qui les a créés, puis des États-Unis, en échange de la protection américaine accordée à ces dictatures familiales, seront hors jeu, non seulement aujourd'hui mais de façon permanente. Je ne vois pas de sortie facile. Je pense que les États-Unis vont tenter quelque chose et je pense que cela va échouer. Il faut garder à l'esprit que le président Trump, qu'il veuille l'admettre publiquement ou non, fait face à une humiliation nationale et internationale. Pourquoi est-ce le cas? Parce qu'il a fait une erreur de calcul énorme. Il a gravement sous-estimé le défi qu'il a relevé lorsqu'il a décidé d'attaquer l'Iran. Je pense qu'il a écouté beaucoup de promesses creuses venant du côté israélien. Les Israéliens ont tendance à éprouver du mépris pour les différents pays musulmans qui les entourent, ce qui est une très mauvaise chose. Je pense que Trump a acheté l'argument selon lequel ce serait rapide et brutal et qu'il pourrait d'une façon ou d'une autre en tirer profit. Il sait maintenant que ce n'est pas possible. Le discours de la victoire rapide a vieilli à peu près aussi bien qu'une promesse électorale sous les tirs d'artillerie. La question revient donc à ce qu'il fera ensuite. Je pense que son instinct lui dit qu'il doit doubler la mise et écraser l'Iran, qu'il doit leur mettre le nez dans la poussière. C'est pourquoi je n'ai jamais pris cette pause de 5 jours au sérieux. En réalité, la pause qu'il prend ne s'applique pas aux Israéliens. Les Israéliens bombardent des infrastructures pétrolières, des usines, tout ce qu'ils peuvent, et cela n'aide en rien. Mais à ce stade, les Israéliens ne sont pas très réceptifs au président Trump. Je pense qu'ils le considèrent comme un homme acheté qui devra faire tout ce qu'ils lui diront de faire. Je pense que c'est une erreur, parce que je connais le président Trump, et s'il est poussé trop fort dans une direction, il va repousser. Pour le moment, cependant, je pense qu'il voit cela comme une pause de 5 jours. Je suppose que son cercle rapproché, y compris les militaires, est assis dans une pièce en train de se demander comment sortir de là, comment cela se termine, à quoi ressemble l'état final, et ce qui peut être accepté. Et à Washington, énormément de choses sont hypothéquées par la vanité. Autrement dit, ils disent qu'ils ne peuvent pas faire telle ou telle chose, parce que cela donnerait l'impression qu'ils ont perdu. Mais que s'est-il passé au Vietnam? Les États-Unis ont perdu. Et qu'ont-ils fait? Ils sont partis. Ils sont partis avec, en garantie, des milliers de vies américaines. Ils ont perdu et ils sont partis. Et ils ont dit en substance, tant pis pour les 58 500 vies américaines, et tant pis pour les près de 2 millions de Vietnamiens tués inutilement et sans raison. Ils sont simplement partis. De nombreuses années plus tard, des gens sont retournés au Vietnam depuis les États-Unis, certains ayant servi au Vietnam, comme l'ancien sénateur Webb. Ils y sont allés et ont dit « Écoutez, c'était une terrible erreur, nous le regrettons profondément, et nous voulons faire des affaires avec vous. » À la grande surprise de tout le monde, les Vietnamiens ont accepté de coopérer, et les relations ont été meilleures depuis qu'elles ne l'avaient jamais été auparavant dans l'histoire. Mais c'est une mauvaise habitude de l'Amérique. Je n'aime pas cela, mais c'est ainsi que l'Amérique fonctionne. À un certain moment, cela pourrait se reproduire. Pour l'instant, toutefois, je pense que cette guerre va prendre de nouvelles dimensions. La stratégie de sortie arrive souvent en retard, déguisée en leçons que tout le monde prétendait déjà connaître. Quand on parle d'envahir l'Iran, je repense aux Dardanelles en 1915, lorsque les Britanniques ont décidé, en réalité sous l'impulsion de Churchill, qui était toujours sévèrement intoxiqué lorsqu'il prenait la plupart de ses décisions, et qui était l'équivalent du secrétaire à la marine ou du ministre de la marine, qu'il devait prendre les Dardanelles. Une fois les Dardanelles prises aux Turcs, la Royal Navy pourrait les traverser, passer par les détroits et prendre Constantinople sous le feu. Ensuite, davantage de troupes seraient débarquées à Constantinople et les Turcs seraient chassés de la guerre. Après que les Britanniques eurent perdu des navires qu'ils ne pouvaient pas défendre dans les détroits, ils ont décidé de débarquer une force pour prendre ces détroits. Mais si l'on regarde les détroits et les Dardanelles, puis qu'on les compare aux détroits d'Ormuz, la leçon devient évidente. Aux Dardanelles, les Britanniques ont débarqué en contrebas et les Turcs étaient au-dessus d'eux. C'est ainsi que la situation est restée pendant 9 mois. Les Britanniques sont passés de 75 000 soldats à 500 000 soldats. Ce fut une catastrophe. Finalement, Herbert Kitchener, l'un des célèbres généraux impérialistes britanniques, a conclu que c'était insensé et qu'ils ne pouvaient pas gagner. Il a retiré tout le monde. Les Britanniques ont perdu environ 50 000 tués. Ils ont évacué les 500 000 hommes et l'opération a échoué. Maintenant, si l'on va au détroit d'Ormuz et que l'on regarde les parois autour du détroit,
Au lieu d'être ouvertes, elles sont presque fermées. Comment quelqu'un pourrait-il prendre cela et le contrôler? Où placerait-on des soldats ou des marines pour contrôler quoi que ce soit? Pourtant, il y a des discussions sur une entrée dans le golfe Persique et sur la saisie d'îles, qu'il s'agisse de Karg au nord ou de n'importe quel autre. La géographie fait ici plus de vérifications des faits que la plupart des briefings ne l'ont jamais fait.